Ils ne m'ont pas invité à Thanksgiving, pas même par SMS. Mais 2 jours plus tard, ils m'ont envoyé une facture de 31 000 $. Et oui, mon propre fils. La maison que j'avais achetée, celle dans laquelle il vit depuis des années sans débourser un centime, est soudainement arrivée avec une facture. Et il s'attendait à ce que je sourie, acquiesce et règle la facture. À 74 ans, je pensais avoir tout vu, mais rien ne m'avait préparé à ce moment. Ce que j'ai fait ensuite n'a pas consisté à crier. Ni à proférer de menaces. Ni à me venger. Je leur ai simplement rappelé à qui appartenait le titre de propriété et qui avait encore du cran. J'ai plié la serviette en tissu une fois de plus, en lissant les coins jusqu'à ce qu'elle soit presque parfaite. La dinde était juste suffisante pour une personne, sèche du four, mais encore chaude. De la purée de pommes de terre, de la gelée de canneberge directement de la boîte et une part de tarte à la citrouille achetée à la station-service en rentrant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. De l'autre côté du canal, la maison mitoyenne était illuminée comme un navire. Leur jardin brillait de lanternes accrochées le long de la clôture. J'entendais des rires résonner sur l'eau vif, légers, joyeux. Mon petit-fils courait probablement dans ce petit costume de dinosaure qu'il aimait tant. Il y avait de la musique, des verres qui trinquaient, les bruits d'une famille réunie sauf que je n'en faisais pas partie. Je n'avais reçu aucun appel, aucun message, pas même un de ces messages groupés qu'on envoie paresseusement pour paraître avoir fait un effort. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à mon téléphone, l'écran était clair, vide. La date m'est revenue, le 23 novembre, Thanksgiving. L'année dernière, c'est moi qui arrosais la dinde dans cette même maison. Avant cela, je l'avais organisée au centre communautaire près de la marina, à l'époque où je faisais encore du bénévolat le week-end, avant que l'arthrite ne mette la cafetière en miettes. Mais cette année, je n'étais même pas sur la liste. J'ai pris une bouchée de dinde et j'ai mâché lentement. Le goût était celui d'un souvenir. C'est ça qui est étrange avec l'âge. Les gens cessent de vous considérer comme quelqu'un qui a une histoire et commencent à vous voir comme quelqu'un qui gêne. Avant, je dirigeais tout, à la marina, à la maison, aux réunions de parents d'élèves et au comité budgétaire. Maintenant, je n'étais plus qu'un nom sur le relevé d'impôts et une photo dans un tiroir qu'il n'ouvrirait probablement jamais. Je n'ai pas pleuré, pas vraiment. Je suis juste resté assise là, à laisser le silence envahir les recoins où se trouvait autrefois ma famille. Par la fenêtre, Travis sortit sur le porche, une bière à la main. Il parlait à quelqu'un que je ne pouvais pas voir en riant. Ce rire confiant qu'il utilisait quand il pensait que personne ne le regardait. Je me souviens quand il me prenait la main avant de traverser la rue, quand il s'endormait dans mes bras, le beurre de cacahuète encore sur le menton. Maintenant, il avait oublié mon existence. Enfin, pas complètement, mais ça viendra plus tard. Ce soir-là, après avoir débarrassé la vaisselle et tamisé les lumières de l'autre côté du canal, j'ai rincé mon assiette et emballé les restes. Debout devant l'évier, je regardais la condensation couler sur la vitre comme de lentes larmes. J'ai pensé l'appeler, juste pour lui dire bonjour, juste pour lui demander s'ils avaient peut-être oublié de m'inviter. Mais je ne l'ai pas fait. Au fond de moi, je me disais que cet appel ne changerait rien. J'ai donc éteint la lumière de la cuisine et je suis entré dans l'obscurité, laissant le silence m'envahir comme si c'était la seule famille qui me restait. Si vous vous êtes déjà assis seul à une table familiale sur laquelle était inscrit votre nom, vous savez que le silence peut être la chose la plus bruyante de toutes. Restez avec moi, car cette histoire ne parle pas d'amertume. Elle raconte ce qui arrive lorsqu'une mère cesse de demander qu'on se souvienne d'elle et commence à se souvenir d'elle-même. 2 jours après Thanksgiving, je me suis réveillé tôt. J'avais mieux dormi que prévu, surtout à cause de l'épuisement, et non de la tranquillité. Le soleil tardait à se lever, projetant une lueur orange pâle sur les stores. J'ai préparé du café ou du bon marché mais il était chaud et fiable. Juste au moment où je prenais ma première gorgée, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel, mais un email. L'objet était « Coût d'entretien de la rénovation ». Pendant une seconde, je suis resté immobile. Mon estomac s'est noué comme avant d'être convoqué aux réunions parents-professeurs ou aux visites nocturnes aux urgences. Je l'ai ouvert. C'était de Travis. Le simple fait de voir son nom apparaître dans ma boîte de réception a changé quelque chose en moi. Cela faisait des mois qu'il ne m'avait pas contacté directement et quand il le faisait, c'était généralement parce que quelque chose clochait chez lui. Enfin bref. J'ai commencé à lire. Salut maman. J'espère que vous allez bien.
Nous avions prévu de vous contacter plus tôt, mais avec le rush des fêtes, nous n'avons pas pu nous en occuper. Je voulais vous faire un résumé des récents frais d'entretien de la maison, qui sont à votre nom, puisque vous en êtes toujours le propriétaire légal. Vous trouverez ci-joint le détail de votre part, qui s'élève à 31 174 $. Veuillez consulter ce document et nous indiquer comment vous souhaitez gérer la situation. Je l'ai relu. Et puis une troisième fois. Pas d'invitation à dîner. Pas de vérification de mes activités de Thanksgiving. Pas de photos des enfants. Pas d'excuses pour m'avoir laissé seul. Juste une feuille de calcul avec des chiffres et un ton poli et professionnel comme si j'étais une propriétaire qu'il connaissait à peine. Ci-joint un PDF. Je l'ai ouvert. Peinture. Plomberie. Réparation de terrasse. Nouveaux appareils électroménagers. Certains travaux étaient légitimes. D'autres, je n'en avais aucune idée. Il y a eu un remplacement complet du meuble lavabo de la salle de bain principale, un nouveau carrelage, des équipements modernisés et un réfrigérateur à vin. C'était le genre de rénovation que l'on fait pour préparer un shooting photo, pas pour entretenir une propriété vieillissante. Et il s'attendait à ce que j'en couvre près de la moitié. J'ai fait défiler la page jusqu'à la ligne du bas. Il a arrondi à exactement 31 000 $. Comme ça. Sans contexte. Sans avertissement. Juste une facture. Ce n'était pas une demande. C'était un avis. Il ne m'a pas demandé si je pouvais l'aider. Il s'attendait à ce que je le fasse, car je le faisais toujours. C'était le propre de Travis. Depuis tout petit, il avait appris que je serais là. Qu'il s'agisse d'une égratignure au genou ou d'un bail rompu, je le couvrais, discrètement et avec gratitude, car j'étais sa mère. Parce que c'est le propre des mères. Mais ce n'était pas une égratignure au genou. C'était un vol déguisé en manière. J'ai fermé l'email et posé le téléphone face vers le bas. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine était vide, comme si quelque chose d'important m'avait échappé sans que je m'en aperçoive. Je me suis souvenu de l'époque où nous avions acheté cette maison. Après l'échec de son travail à la banque, je lui ai proposé de les aider à s'installer en lieu sûr. J'ai inscrit mon nom sur l'acte de vente, non pas pour le contrôler, mais pour protéger ce qui restait de sécurité familiale. Je n'ai jamais demandé de loyer. Je n'ai jamais exigé de remboursement. J'ai même contribué à la compte, en lui promettant que la maison m'appartenait toujours, techniquement. Il a accepté, disant que c'était logique. À l'époque, je l'ai cru. Maintenant, c'était clair, il croyait autre chose. Que j'étais trop vieille pour me souvenir, trop faible pour résister. Que j'ouvrirais discrètement un chéquier par culpabilité ou par habitude. Mais je n'étais pas assez vieux pour oublier la trahison. Et je n'étais pas assez doux pour faire semblant de ne rien remarquer. Ce soir-là, je n'ai pas répondu à son email. J'ai plutôt imprimé la facture et l'ai épinglée sur le tableau en liège au-dessus de mon bureau. J'ai regardé le total écrit en gras à l'encre noire et j'ai réalisé quelque chose pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'effacement. Il ne m'avait pas invité à Thanksgiving parce que je n'avais plus aucune utilité. Parce que je n'étais plus une source de joie ni d'utilité. Je n'étais qu'un nom sur un acte notarié, un passif à gérer discrètement. C'est à ce moment-là que mon calme intérieur a commencé à se transformer non pas en colère, mais en décision. Et cette décision ne concernait pas 31 000 $. Il s'agissait de me rappeler exactement qui j'étais. La maison où vivait Travis n'était pas qu'un bâtiment. Elle faisait partie de moi. Je me souvenais encore de son aspect la première fois que nous l'avions traversé ensemble. Les murs étaient d'un beige terne, les moquettes usées, mais il avait des étoiles plein les yeux. Lydia m'avait pris le bras et m'avait dit qu'il pourrait en faire un foyer, mais que cela demanderait des travaux. À l'époque, il venait de perdre son emploi à la banque. Le marché s'était retourné et, comme tant d'autres, il avait dû se séparer. Lydia tenait un petit salon de coiffure à l'autre bout de la ville, gagnant juste de quoi payer les courses et l'essence. Ils avaient un jeune enfant et un autre bébé en route. Je venais de prendre ma retraite de directeur des opérations à la marina. Je n'étais pas riche, mais j'avais suffisamment d'argent de côté, assez pour aider, assez pour croire que c'était la bonne chose à faire. J'ai dit que je m'occuperais de la compte. J'ai proposé de mettre l'acte de propriété à mon nom, juste pour la sécurité. Travis avait des impôts impayés qui pouvaient compliquer son financement, et franchement, je connaissais son passé.
Je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais au fond de moi, j'ai toujours su qu'il n'était pas très doué avec l'argent. Il a accepté rapidement, peut-être trop vite, mais j'ai pris cela pour de la gratitude. L'arrangement était simple, du moins je le pensais. Ils pourraient vivre là. Je ne leur demanderais pas de loyer. En échange, ils prendraient soin du lieu, l'entretiendraient, y construiraient leur vie. Un jour, quand les choses se seraient arrangées, quand le moment serait venu, je le leur transférerais officiellement. C'était il y a presque 10 ans. Au début, tout allait bien. Je leur rendais visite une fois par semaine, parfois deux. Je les aidais à peindre la chambre de bébé à l'arrivée du deuxième bébé. J'apportais les courses, je gardais les enfants et j'accompagnais Lydia à ses rendez-vous quand Travis ne pouvait pas s'absenter. Ce n'était pas toujours facile, mais cela semblait avoir du sens. Puis, petit à petit, la porte s'est refermée. Ils ont arrêté de m'inviter. Ils ont commencé à annuler les dîners prévus à la dernière minute. On fêtait les anniversaires sans moi. Travis avait toujours une excuse, ils étaient occupés, les enfants avaient école, l'emploi du temps de Lydia était chargé. Et d'une certaine manière, j'ai toujours compris. Je ne voulais pas déranger. Alors, j'ai reculé. Mais discrètement, je payais toujours les impôts fonciers chaque année, sans rien demander, juste pour être sûr que tout reste propre. Je n'avais jamais pensé à demander ce qu'il faisait de cet endroit. Je n'aurais jamais imaginé qu'il le rénoverait complètement, jusqu'à ce que cette facture arrive. Ce soir-là, j'étais assis à mon bureau, la facture imprimée devant moi. J'ai sorti le dossier intitulé « House Row ». Il était épais, reçus, relevés fiscaux, notes d'entretien. Et tout au fond, l'acte de propriété. Mon nom. Celui de personne d'autre. J'ai caressé le tampon en relief, comme on trace un nom gravé dans la pierre. Et c'est là que j'ai eu un coup de foudre. Ils n'avaient pas simplement repris une maison. Ils avaient effacé le souvenir de la façon dont elle était devenue la leur. Pas une seule fois Travis n'avait mentionné mon aide. Pas une seule fois Lydia ne m'avait remercié, pas même pendant toutes ces années. Ils vivaient là comme si c'était leur propriété, comme si elle avait été bâtie grâce à leur travail et à leur argent. Mais ce n'était pas le cas. C'était moi. Tout. Les sols sur lesquels ils marchaient. Les murs qu'ils peignaient. Le jardin qu'ils remodelaient. Chaque centimètre carré existait parce que j'y étais entré alors qu'ils n'avaient rien. Et maintenant, ils me tendaient une facture. Comme si j'avais été un profiteur. Je me suis reculé et j'ai laissé cette pensée se poser. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne s'élevait pas. Il n'y avait pas lieu d'être en colère, seulement de la clarté. Travis n'avait jamais vraiment voulu d'une mère. Il voulait un coussin. Et maintenant qu'il pensait ne plus en avoir besoin, il me prenait pour un objet jetable. Il avait tort. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi, non pas par tristesse, mais par concentration. J'ai parcouru le fil des 10 dernières années. Ce que j'ai donné. Ce que j'ai perdu. Ce qu'il tenait pour acquis. Et j'ai réfléchi à la suite, car j'avais toujours ce titre. J'avais encore une voix. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'intention d'utiliser les deux. Je n'avais pas prévu de retourner près de cette maison, mais parfois le cœur désobéit à ce que décide l'esprit. 3 jours après la réception de cette facture, j'ai traversé la ville en voiture. Je me suis dit que je voulais juste voir l'endroit, me rappeler qu'il était réel. Que je n'avais pas imaginé leur offrir ce foyer. Que je n'avais pas imaginé toutes ces années d'anniversaire, de barbecue et d'appels nocturnes de Travis alors qu'il ne savait pas déboucher un évier. C'était le début de l'après-midi. Le ciel était terne et gris, cette lumière hivernale qui rend tout plus froid qu'il ne l'est en réalité. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, à l'ombre du grand orme encore non taillé. Chaque automne, je harcelais Travis à propos de cet arbre. Il disait toujours qu'il s'en occuperait. Il ne l'a jamais fait. L'allée était vide, à l'exception du SUV argenté de Lydia. Une couronne était accrochée à la porte d'entrée. Des guirlandes lumineuses ornaient les balustrades du porche. Tout semblait festif, normal, accueillant. Mais je savais mieux maintenant. Je suis sorti et j'ai traversé la rue lentement. Je n'avais pas l'intention de frapper. Je voulais juste voir de plus près. Peut-être rester quelques minutes devant ce qui était autrefois le mien. En arrivant sur le trottoir, j'ai entendu des voix. Pas des cris, pas des rires, juste 2 personnes qui parlaient. Douces, mais pas assez.
La vitre latérale était entr'ouverte. Travis et Lydia étaient dans la cuisine. Je ne voulais pas écouter. Mais je l'ai fait. Travis a prononcé mon nom. Il semblait frustré, fatigué peut-être, mais sans remords. Elle vieillit. Je ne pense pas qu'elle réalise combien coûte l'entretien de cette maison, a-t-il dit. Puis la voix de Lydia, enfin, techniquement, c'est à son nom, mais on vit ici depuis presque 10 ans. On a construit une vie ici. C'est quasiment à nous maintenant. Exactement, dit Travis. Et elle ne l'utilise plus. Elle ne vient même plus nous voir. Si elle tenait vraiment à nous, elle nous le céderait. Il y eut une pause. Lydia ajouta, franchement, elle devrait être reconnaissante qu'on l'ait gardée sur les papiers. Ce n'est pas comme si elle payait des charges ou quoi que ce soit. Ils ont tous les deux ri légèrement, nonchalamment comme si je n'étais qu'un sujet de conversation à un dîner. Comme si j'étais un fardeau qu'ils géraient patiemment. Je me suis éloigné de la fenêtre. Mes pieds étaient lourds dans mes chaussures. Il y avait quelque chose de spécial à entendre ces mots à voix haute. Lire cette facture m'avait blessé, mais entendre mon propre enfant parler de moi ainsi comme si j'étais un obstacle, comme si j'avais une dette envers lui, cette douleur était insoutenable. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude. C'était l'idée que j'allais céder. Que je disparaîtrais discrètement, que je leur remettrais l'acte de propriété, que je m'évanouirais comme une fumée. Je suis retourné à la voiture sans un regard. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas mis en colère. Mes mains étaient calmes sur le volant. Mais à l'intérieur, quelque chose de fermé. Ce n'était ni de la méchanceté, ni de l'amertume, mais de la reconnaissance. Travis ne me voyait plus comme sa mère. Il me voyait comme une transaction à finaliser. Un acte à signer. Un problème à résoudre. J'ai quitté ce quartier pour la dernière fois ce jour-là. De retour à mon appartement, j'ai ouvert l'armoire où je conservais tous les documents importants, actes, déclarations d'impôts, documents juridiques. J'ai ressorti le dossier, celui intitulé « House Row ». Je l'ai lu ligne par ligne. J'ai pris des notes. J'ai appelé une amie de la marina, Carole, dont la fille était avocate spécialisée en immobilier. Je ne lui ai pas tout expliqué. J'ai juste demandé une recommandation. Carole n'a pas insisté. Elle m'a juste donné le numéro. Ce soir-là, j'ai fait cuire des pâtes et j'ai mangé au comptoir de la cuisine. J'ai laissé la radio allumée, une vieille station de jazz de Clearwater, et j'ai écouté le bourdonnement du saxophone dans les haut-parleurs. Je n'ai pas réfléchi à ce que Travis avait dit. J'ai pensé à ce que j'allais faire. Car désormais, il ne s'agissait plus de savoir qui avait raison ou tort. Il s'agissait de me rappeler que j'avais encore des choix. Et que j'allais les utiliser. Le lendemain matin, j'ai préparé un petit sac de voyage, quelques pulls, une paire de chaussures, mes lunettes de lecture et une écharpe que ma sœur m'avait offerte 15 ans auparavant. Je n'ai dit à personne que je partais. Il n'y avait personne à qui le dire. J'ai roulé vers le sud le long de la côte, en passant devant la ville où je travaillais, devant l'épicerie où tout le monde connaissait mon nom. La marina se trouvait juste après le virage, silencieuse dans la lumière hivernale. Les bateaux tanguaient dans la cale, se balançant doucement comme s'ils respiraient. Ce quai a été ma deuxième maison pendant près de 30 ans. Je me suis garé près du bord et j'ai marché jusqu'au bout de la jetée. L'air sentait le sel et la vieille corde. La brise apportait ce léger bourdonnement que seule la mer pouvait apporter. Je m'appuyais contre la rambarde et fermais les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, je sentis mon rythme cardiaque se calmer. Cela faisait des années que je n'étais pas venu sur ce quai. J'ai arrêté d'y aller après ma retraite. L'ancien équipage est parti, certains sont décédés, d'autres ont déménagé vers le nord. Les plus jeunes ne se souvenaient plus de moi. Je ne les blâmais pas. Mais la mer s'en souvenait. Et à cet instant, je m'en suis souvenu aussi. Je n'étais pas seulement la mère de quelqu'un. Je n'étais pas seulement un nom sur un acte de propriété. J'étais une femme qui avait bâti une carrière à partir de rien, qui avait supervisé les opérations quotidiennes malgré les tempêtes, les vols, les coupes budgétaires et l'afflux de touristes. C'est moi qu'on appelait quand l'éclairage du port tombait en panne, quand une cargaison était bloquée à la douane. Je n'ai pas toujours été bruyant. Mais j'ai toujours été solide. Je suis retourné vers le petit café qui surplombait l'eau. Ce n'était qu'une cabane. Quelqu'un l'avait transformé en un petit coin de petit déjeuner raffiné. J'ai pris une table près de la fenêtre et j'ai commandé du café et du pain grillé.
La jeune serveuse m'a appelé « Maman » avec une gentillesse qui semblait sincère. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas un journal. C'était une liste privée, silencieuse, délibérée. Ce que je possède. Ce que j'ai donné. Ce que j'ai sacrifié. Ce dont j'ai besoin. Ce que je n'accepterai plus. À la 3e ligne, ma main s'était stabilisée. À la 5e, j'ai senti quelque chose remuer, quelque chose revenir, pas vraiment de la confiance, mais quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus fort. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une petite auberge au bord de l'eau. Le lit était dur, les murs fins comme du papier, mais j'ai dormi. Et pas seulement dormi, j'ai bien dormi. Le lendemain matin, avant de rentrer, je fis un dernier arrêt. Il y avait un cabinet d'avocats au-dessus d'un ancien magasin d'articles de pêche, juste à côté de la rue principale. Une simple plaque de laiton brillait au soleil pâle. Ashby et Lane, droit immobilier et successoral. Je n'avais pas pris rendez-vous. Je n'en avais pas besoin. À l'intérieur, la réceptionniste m'a souri gentiment et m'a offert du thé. Je lui ai donné mon nom et lui ai dit que j'avais besoin de parler à quelqu'un au sujet d'une propriété. 20 minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années entra dans le petit hall. « Madame Rowe, dit-il d'une voix calme. Je suis Stephen Ashby. Entrez, s'il vous plaît. » Son bureau sentait le cuir usé et l'huile de citron. Des piles de dossiers bien rangés s'alignaient sur les étagères. L'air lui-même semblait ordonné. Il me fit signe de m'asseoir, puis me demanda, sans prétention, comment il pouvait m'aider. Je lui ai raconté l'histoire, l'essentiel. Que j'étais propriétaire d'une maison. Que mon fils et sa femme y vivaient. Que la maison était à mon nom, que je venais de recevoir une facture inattendue, qu'il y avait eu des tensions. Il écoutait sans m'interrompre, sans me brusquer. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière, pensif, les doigts croisés. « Tu veux les enlever » demanda-t-il doucement, finalement. J'ai hoché la tête. « Alors vous pouvez, dit-il, d'un ton neutre mais aimable. Et nous le ferons légalement, respectueusement, en totale conformité avec le droit foncier de Floride. Mais j'aurai besoin de documents en copie de l'acte, justificatif de paiement des impôts et nous devrons remettre une mise en demeure. » Je lui ai dit que j'avais tout. Chaque reçu. Chaque lettre. Chaque document officiel depuis plus de 10 ans. Il sourit alors, petit et approbateur. Bien. On commence la semaine prochaine. Alors que je me levais pour partir, il me tendit la main. Elle était ferme mais gentille. De retour dans ma voiture, je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas amer. Je me sentais prêt. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une punition. Il s'agissait d'une reconquête ou une reconquête d'un espace qui avait toujours été mien. Pendant 10 ans, je les ai laissés vivre chez moi, sans payer de loyer. Pendant 10 ans, je leur avais permis de me réconforter tandis que je me rétractais en silence. J'avais confiance naïvement à qu'ils se souviendraient de celui qui leur avait donné leur départ. Ils ne l'avaient pas fait. Alors maintenant, je me souviendrai d'eux. Je le ferai correctement, discrètement, mais sans équivoque. 2 semaines se sont écoulées entre cette première visite chez l'avocat et le jour où j'ai signé les documents. Pendant cette période, j'ai vécu ma vie presque comme je l'avais toujours fait. J'ai arrosé les plantes en pot près de la fenêtre. J'ai fait de courtes promenades réfléchies autour du pâté de maison. J'ai nourri le chat du voisin pendant son absence. De l'extérieur, j'avais la même apparence. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Le silence ne ressemblait plus à une reddition. Cela ressemblait à une préparation. Stephen Ashby a travaillé avec une efficacité discrète. Nous n'avons parlé que 2 fois après cette première rencontre. Il a demandé quelques documents supplémentaires, mais j'avais déjà tout préparé. Chaque page était en ordre, datée, découpée, cataloguée. Il a été impressionné. Je ne lui ai pas dit qu'avoir été ignoré pendant tant d'années m'avait appris à tout garder. À documenter. À être invisible mais méticuleuse. Le 14e jour, j'ai signé la mise en demeure. Nous ne les expulsions pas. Pas encore. C'était le début, juste la première étape juridique vers la réaffirmation de la propriété. Tout a commencé avec une lettre. Polie. Neutre. Légale. Il indiquait qu'en tant que seul titulaire légal du titre,
j'étais en train d'examiner le contrat d'occupation actuel. Il leur rappelait gentiment qu'aucun bail officiel n'avait jamais existé, que leur séjour était un hébergement familial et non un contrat. Elle a demandé une réunion pour discuter des prochaines étapes concernant la location future. En bref, cela a mis une chose au clair. Le silence était terminé. Steven a envoyé la lettre par courrier recommandé, avec accusé de réception demandée. 2 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation. Lydia avait signé pour cela. Et puis, j'ai attendu. 3 jours. Pas d'appel. Pas d'email. Personne ne frappe à la porte. Le 4e jour, une réponse est arrivée. Ce n'était pas de Travis. Cela venait d'un avocat local que je ne connaissais pas, une courte lettre, non signée par Travis, faisant référence à leur occupation continue et à de vagues revendications de propriété potentielle. Steven l'examina avec des yeux calmes. Ils sont nerveux, murmura-t-il. Nous avons rédigé notre réponse cordiale et directe. Nous avons réitéré les faits. Nous leur avons rappelé gentiment mais fermement qu'il n'y avait eu ni loyer, ni partage d'impôts, ni transfert de propriété. Et puis, nous avons joint un préavis préliminaire de 90 jours pour quitter les lieux. Pas une menace. Un pas. J'ai signé mon nom lentement, délibérément. Ma main ne tremblait pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. Ce soir-là, j'ai allumé une petite bougie sur la table de la cuisine. Pas pour la prière. Pas pour le drame. Juste pour le calme. Je me suis assis dans sa douce lueur, j'ai siroté mon thé et j'ai réalisé que c'était la première fois depuis des années que je prenais une décision qui n'appartenait qu'à moi. Pas pour le maintien de la paix. Pas pour le pardon. Pas pour la famille. Pour moi. Quelque part à l'autre bout de la ville, j'imaginais Travis lire la lettre. J'imaginais Lydia arpentant leur cuisine rénovée, celle qu'ils avaient construite sur des hypothèses. Je me suis demandé, brièvement, ce qu'il dirait. Mais je ne me suis pas attardé. Parce que ce n'était plus une question de réaction. Il s'agissait de récupérer le droit de répondre. Dans ma voix. À mes conditions. Par des voies légales qui ne pouvaient pas être abordées lors des dîners de famille. Ils avaient voulu le silence. Maintenant, ils avaient la clarté. Et la clarté est bien plus puissante. Le premier signe qu'ils ont senti le changement est venu lorsque Lydia s'est présentée à ma porte. C'était le début de l'après-midi. Le soleil filtrait à travers les stores, créant des rayures d'or doux. J'étais assis à table, à mi-chemin d'une grille de mots croisés, mon thé encore chaud, quand on frappa à la porte doucement d'abord, puis plus fort. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, les mains enfoncées dans les poches de son épais manteau beige. Elle parut surprise que je réponde si vite, comme si elle espérait que je ne le ferais pas. Nous sommes restés là, comme ça, à nous regarder. Elle n'a pas demandé à entrer. Je n'ai pas proposé. Elle baissa les yeux, puis se redressa, croisant mon regard avec quelque chose entre la culpabilité et le défi. Nous avons reçu votre lettre, dit-elle. J'ai hoché la tête une fois. Nous ne nous attendions pas à cela de votre part, a-t-elle ajouté. Sa voix était froide, défensive. Je n'ai pas répondu, pas avec des mots. Je soutins son regard dans le silence immobile qui était devenu mon langage. Elle a déplacé son poids. Je veux dire, après tout ça. On ne pensait pas que tu prendrais cette voie. Avec des avocats. Pourtant, je n'ai rien dit. Car que dire à quelqu'un qui avait passé des années à penser que j'étais trop faible pour agir? Trop sentimental pour me défendre? Finalement, elle força un sourire mince, cassant et creux. Travis est bouleversé, dit-elle. Il a l'impression que tu l'as pris au dépourvu. J'ai pensé à la décennie de gratitude non rémunérée. Les anniversaires manqués. Les dîners non rendus. Les vacances non reconnues. La facture de 31 000 $ qu'ils ont envoyée sans avertissement. Si Travis s'est senti pris au dépourvu, c'est uniquement parce qu'il n'avait jamais imaginé que j'avais des limites. Il pensait que nous étions une famille, a ajouté Lydia. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Pas de rage. Pas de chagrin. Mais une douleur profonde et constante. Parce qu'un jour, j'avais pensé ça aussi. Finalement, j'ai parlé. Ma voix était égale, calme. Il ne s'agit pas de punition, dis-je doucement. C'est une question de respect. De restauration de ce qui a été perdu.
Lydia ne protesta pas. Elle détourna le regard, puis le reporta. Nous parlerons à notre avocat, dit-elle rapidement, et elle se retourna avant que je puisse dire un mot de plus. Je fermai doucement la porte derrière elle et retournai à monter. À partir de ce moment-là, tout a changé. Le ton a changé. Les lettres des avocats arrivaient plus lentement, plus doucement, plus prudemment. Quelques jours plus tard, Stephen Ashby a appelé. L'avocat de Travis avait demandé une réunion avec médiation. Le processus était en marche. Et cette fois, je n'avais pas peur. J'ai accepté, à une condition, que cela se passe au bureau de Stephen et que toutes les communications passent par lui. Je ne cherchais pas à négocier. Je voulais une reconnaissance. Quand le jour de la réunion est arrivé, j'ai porté mon manteau bleu marine et une simple broche en argent que ma mère m'avait donnée un jour. Je ne me suis pas habillé pour impressionner, je me suis habillé pour me souvenir de qui j'étais avant de laisser la culpabilité influencer mes décisions. Travis est arrivé 5 minutes en retard. Sa cravate était lâche, son expression tendue. Nous étions assis aux extrémités opposées d'une longue table en chêne, une étendue de bois poli entre nous qui semblait plus large que n'importe quelle distance que le temps pouvait créer. Son avocat commença, la voix douce, essayant d'adoucir les angles. Il a parlé de famille. Il a utilisé des mots comme transition et malentendu, mais je suis resté silencieux, écoutant sans réagir. Stephen a ensuite exposé nos conditions. Il n'y aurait pas d'expulsion, du moins pas encore. Je n'étais pas là pour les forcer à descendre dans la rue, mais l'acte m'appartenait. La maison serait vendue dans les 6 mois. Les bénéfices ne seraient pas reversés à Travis. Il n'avait fait aucun investissement, payé aucun impôt, ni apporté aucune contribution en capital. Leur occupation avait toujours été conditionnelle, et ce temps était révolu. Travis remua sur son siège, mal à l'aise, puis dit quelque chose qui me prit au dépourvu. Nous pensions que vous en aviez fini avec tout cet argent immobilier. Tu es seul depuis des années. Nous avons supposé que vous ne vous en souciez pas. Ce mot supposé. Je n'ai pas réagi avec colère. J'ai laissé le silence s'étendre jusqu'à ce qu'il s'installe. Puis j'ai dit doucement, je suis peut-être seul, mais cela ne veut pas dire que je suis invisible. Il a atterri. Je l'ai regardé baisser les yeux et, pendant un bref instant, quelque chose a vacillé sur son visage. Pas vraiment du regret, mais peut-être de la reconnaissance. La réunion s'est terminée sans poignée de main. Je suis sorti dans l'air froid, le ciel était un drap gris mais grand ouvert. Mon souffle est venu facilement. Il n'y avait pas d'exaltation, mais il y avait du soulagement. Pendant trop d'années, j'ai laissé le silence m'engloutir. Maintenant, j'avais parlé sans crier, et il m'avait entendu. La vente de la maison n'a pas été rapide, l'immobilier le fait rarement. Les émotions dépassent toujours la paperasse. Mais une fois l'accord signé, la voie était libre. Une date de clôture a été fixée 6 mois plus tard, et à partir de ce moment, tout est passé à une vitesse plus calme. Travis et Lydia ne m'ont plus jamais contacté directement. Toutes les mises à jour filtrées par leur avocat. Stephen m'a tenu informé. Il n'y a eu ni dramatisation, ni supplication, juste 2 personnes qui acceptaient enfin le fait que quelque chose sur lequel elles comptaient ne leur appartenait plus. Au cours de ces semaines, je suis revenu à un rythme qui me semblait être le mien. Je passais mes matinées à marcher jusqu'à la boulangerie située à 2 pâtés de maison, où le jeune homme derrière le comptoir me demandait toujours si je voulais un peu plus de cannelle sur la mousse du latte. J'ai commencé à replanter mon jardin sur mon balcon, les doigts profondément enfoncés dans la terre, pour faire revenir la vie verte à la vue. Je me suis abonné à un petit magazine littéraire du Maine qui publiait des essais de femmes de plus de 60 ans. J'avais l'impression de rassembler des morceaux épars de moi-même, de les remettre doucement en place. Un matin, alors que je réorganisais une étagère dans le placard du couloir, j'ai trouvé une vieille boîte en carton que je n'avais pas ouverte depuis des années. Il était étiqueté de ma propre main, avec un seul mot, Travis. Je l'ai porté jusqu'à la table et j'ai ouvert les rabats. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des programmes scolaires, des dessins au crayon, un rocher peint comme une tortue, une carte de fête des mères décolorée datant de la 2e année qui sentait encore légèrement la colle. Il y avait aussi des lettres, des notes qu'il avait écrites au camp, des gribouillis au dos de listes de courses, une page pliée avec les mots « Ne sois pas triste » écrits au crayon irrégulier après le départ de son père. J'ai pris mon temps avec cette boîte. Chaque objet portait un souvenir, tous n'étaient pas douloureux. Certains étaient chaleureux. Certains m'ont encore fait sourire.
D'autres ont ramené les années où l'amour était simple, où être sa mère se faisait sans stratégie, sans hésitation, sans déception. Je n'ai pas pleuré. Ce que je ressentais était plus doux que le chagrin, plus lourd que la nostalgie. C'était le poids silencieux de savoir que j'avais essayé, que j'étais là, que je n'avais pas imaginé ces années où il avait besoin de moi. Et quelque part au milieu de tout cela, j'ai réalisé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'avais plus besoin qu'il admette qu'il m'avait pris pour acquis parce que je ne doutais plus de ce que j'avais donné. Cet après-midi-là, j'ai remis la plupart des articles dans la boîte. J'en ai gardé quelques-uns. Une photo de nous sur la plage de Sarasota, ses cheveux en bataille à cause du vent, mon bras drapé sur son épaule comme si je pouvais encore le protéger de tout. Cette photo a été placée dans un petit cadre sur ma table de nuit, non pas comme un monument à la tristesse, mais comme un enregistrement, un témoin, un chapitre que j'avais écrit avec mes 2 mains et un cœur plein. Au cours des semaines suivantes, j'ai rencontré Steven 2 fois de plus. Nous avons finalisé les échéanciers, géré les divulgations et préparé la clôture. J'ai signé chaque formulaire avec le genre de stabilité qui ne vient que lorsque l'on fait la paix avec ses choix. Le chèque final de la vente devait arriver par courrier recommandé. Quand c'est arrivé, je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine pendant des heures, non pas par peur, mais parce que je voulais vivre ce moment avec une présence totale. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était un symbole physique d'une frontière restaurée. Quand j'ai finalement ouvert l'enveloppe, les chiffres ne m'ont pas surpris, mais le sentiment, si. Il n'y a pas eu de triomphe. Il n'y avait pas d'amertume. Il n'y avait que de l'espace pour respirer, pour choisir, pour reconstruire quelque chose tranquillement à l'image de ma propre voix. Ce soir-là, j'ai encore écrit dans mon carnet. Cette fois, la liste était différente, ce que j'ai gardé, ce que j'ai publié, ce que j'ai appris, ce dont je n'ai plus peur, ce que je vais créer ensuite. Je n'ai pas écrit son nom cette fois. Parce que pour la première fois depuis si longtemps, l'histoire ne tournait plus autour de ce qu'il pensait de moi. Il s'agissait finalement de ce que je pensais de moi-même. Et j'ai aimé la façon dont ça se passait. Le jour de la clôture est arrivé un mardi matin, lumineux et sans vent. Le genre de journée d'hiver que la Floride offre parfois, une lumière douce, une promesse de calme. Je portais un pantalon bleu marine et un chemisier repassé, des couleurs simples et uniformes, rien à prouver. Steven m'a rencontré dans la salle de conférence du bureau des titres. L'air sentait légèrement le papier frais et le café. Les documents ont été disposés dans une pile soignée, découpés et étiquetés. J'ai passé ma main sur la première page une fois avant de prendre le stylo. La signature n'a pas pris longtemps. Nom, date, initiale, répétition. À mi-chemin, j'ai fait une pause, non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que je voulais marquer le moment où j'ai officiellement abandonné ce qu'ils ont essayé de me prendre. Pas la maison. Le récit. Il s'était dit que je ne le ferais jamais. Que je resterais la même femme qui n'arrêtait pas de pardonner, qui restait silencieuse pour maintenir la paix, qui acceptait d'être oubliée comme le prix de la gentillesse. Mais maintenant, il n'avait plus de place pour réécrire ce que j'avais construit. Une fois les papiers signés et notariés, Steven a glissé une enveloppe vers moi. À l'intérieur se trouvait un chèque avec plus de chiffres que prévu, grâce à un marché compétitif et à une guerre d'enchères de dernière minute. J'ai regardé le numéro, j'ai hoché la tête une fois et j'ai placé l'enveloppe dans mon sac sans un mot. Il sourit doucement. « Tu as fait ça de la bonne manière, dit-il. » En sortant, j'ai croisé Travis et Lydia dans le couloir. Ils n'étaient pas là pour une réunion. Ils n'étaient pas censés être là du tout. Mais ils se tenaient là, les bras croisés, les yeux plissés, pris quelque part entre la fierté et quelque chose de non dit. Lydia détourna d'abord le regard. Travis a soutenu mon regard pendant un instant de plus. Il n'y a pas eu d'excuse. Il n'y avait pas de colère non plus, seulement un étrange silence creux. Le genre qui persiste après qu'une porte ait été fermée trop de fois. Je leur ai fait un signe de tête poli et je suis passé sans ralentir. Plus tard dans la journée, je suis retourné à la marina. Je n'y étais pas allé depuis le début de la procédure judiciaire. Les bateaux tanguaient toujours dans leur cale. La brise transportait du sel et des souvenirs. Je me suis dirigé vers l'extrémité du quai où l'eau s'étendait largement et sans interruption. C'était comme se tenir au bord de quelque chose d'immense. Mais au lieu d'avoir peur, je me sentais calme. Dans ma poche se trouvait la copie pliée de la déclaration finale. Je l'ai sortie, je l'ai regardée une fois de plus, puis je l'ai repliée, laissant le vent emporter les bords.
Ce soir-là, j'ai organisé un dîner pour 2 femmes de mon club de lecture. Nous étions assis autour de ma petite table, riant du poulet trop cuit et de la salade pas assez assaisonnée. À un moment donné, l'un d'eux m'a demandé comment s'était passée ma semaine. J'ai dit que j'avais fini quelque chose qui devait être fini. Rien de plus. Pas d'amertume, pas de saga. Parce que c'était la vérité. Ce n'était pas une question de vengeance. Il ne s'agissait pas de donner une leçon à qui que ce soit. Il s'agissait de fermer la porte d'une pièce à laquelle je n'appartenais plus. Et je l'ai verrouillée derrière moi, non pas pour exclure qui que ce soit, mais pour protéger ce qui était encore à moi. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste, non pas d'un avocat cette fois, mais de Travis. L'enveloppe était fine. À l'intérieur il y avait une seule page. Une courte note, écrite de son écriture habituelle et précipitée. Il n'en disait pas long. Il a accusé réception de la vente, a dit qu'il cherchait un logement plus petit, a mentionné que Lydia avait pris des heures supplémentaires. Puis, à la toute fin, il a écrit 6 mots qui ont eu un retentissement plus fort qu'il ne l'aurait probablement cru. Je ne pensais pas que tu passerais par là. J'ai fixé cette ligne un long moment. Non pas parce qu'elle me faisait mal, mais parce qu'elle révélait tout. Ils avaient compté sur mon silence, sur ma douceur, sur mon amour plus fort que ma conscience de moi-même. Mais cette fois, l'amour n'était pas le silence. L'amour traçait une ligne. L'amour disait, ça suffit. J'ai plié la lettre, l'ai rangée au fond d'un tiroir et j'ai éteint la lumière. Dehors, le vent soufflait dans les arbres comme des applaudissements discrets. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Sans attendre la compréhension de qui que ce soit, sans courir après l'approbation de qui que ce soit, juste debout de l'autre côté d'une ligne que j'avais tracée des 2 mains fermes et imperturbables. Les semaines qui suivirent la vente passèrent sans bruit. Plus d'appels inattendus, plus de lettres, plus de visites théâtrales. C'était comme si quelque chose qui avait vécu dans la tension pendant trop longtemps s'était enfin apaisé. J'avais quitté mon ancien rythme pour entrer dans quelque chose de nouveau, plus calme, mais plus ferme. Chaque jour devenait une sorte de cérémonie. Je me réveillais avant le soleil, me préparais une tasse de café, ouvrais les fenêtres et laissais l'air matinal me rappeler que cette vie et cet espace m'appartenaient à nouveau. Pas seulement l'appartement, pas seulement le temps, mais la dignité tranquille de choisir comment j'occupais mes journées. Un matin, je me suis rendu à pied dans un centre de formation pour seniors dont j'avais entendu parler dans un dépliant local. Il se trouvait à quelques pâtés de maison de chez moi, dans un bâtiment beige bas, près d'un parc tranquille. Il proposait des ateliers et des cours pour les adultes de plus de 60 ans, compétences numériques, rédaction de mémoire, photographie avec téléphone, histoire locale. Je suis entré et j'ai été accueilli par une femme nommée Sandra, qui portait des lunettes de lecture autour du cou et me parlait avec chaleur. Elle m'a tendu une brochure. J'ai parcouru la liste, histoire locale, photographie, récit radiophonique. Ce dernier point m'a fait réfléchir. C'était un petit cours, m'expliqua-t-elle, donné par une ancienne employée d'une antenne régionale de NPR. Je me suis inscrite. Cela faisait des années que je n'avais pas mis les pieds dans une salle de classe. Le premier jour, j'ai eu l'impression d'entrer dans une salle trop grande pour moi. Mais la formatrice, Maria, s'est montrée patiente, et les autres, pour la plupart des femmes aux cheveux argentés et au rire doux, m'ont accueilli sans poser de questions. Nous avons partagé des anecdotes. D'abord anodines, puis plus audacieuses. Une femme racontait comment elle s'était cachée dans un placard pendant une tornade en 1973. Une autre racontait comment elle avait épousé son amour de lycée et l'avait perdu 2 ans plus tard. Nous écoutions. Nous acquiescions. Sans jugement, sans correction, juste le geste sacré d'être entendu. Quand mon tour est venu, je ne leur ai pas tout raconté. J'ai parlé de la marina, des cartons de dessins d'enfance, du silence parfois si épais qu'on en oublie le son de sa propre voix. Je n'ai pas eu besoin de prononcer le nom de Travis. La salle a compris. Après le cours, Maria s'est approchée de moi. Elle m'a dit que j'avais une voix rythmée, le genre qui incite les gens à se pencher. Elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à partager publiquement des parties de mon histoire. J'ai secoué la tête, puis j'y ai réfléchi un instant. Peut-être pas maintenant. Mais peut-être bientôt. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine avec un stylo et du papier. Non pas pour tenir un journal, ni pour faire une liste, mais pour écrire les premières lignes de quelque chose de nouveau. Ni des mémoires. Ni un bilan.
juste un morceau de vérité, raconté à mon rythme. Tout a commencé avec une femme debout, seule sur une jetée, le vent tirant sur son manteau, et quelque chose en elle enfin immobile. C'est ainsi que je me sentais maintenant, immobile. Non pas passivement, mais comme un vieil arbre pousse immobile aux racines profondes, branches ouvertes vers le ciel, sachant que les tempêtes approchent, mais ne craignant plus le vent. L'après-midi, je me promenais jusqu'au lac voisin, m'asseyais sur un banc et regardais les oies dériver sur l'eau. Parfois, j'apportais un livre. D'autres fois, je laissais simplement la lumière changer autour de moi. Il y avait une paix là-dedans, ne plus avoir à m'expliquer, ne plus attendre une famille qui ne reviendrait jamais. Je voyais mes voisins plus souvent maintenant. Monsieur Daly, au bout du couloir, me donnait son journal supplémentaire. La femme de l'appartement 5B a commencé à me saluer de la main depuis son balcon chaque matin. C'étaient de petits détails, mais ils s'accumulaient. La vie n'avait pas besoin d'être grande pour être bien remplie. Un samedi, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple carte postale, une photo d'un petit lac entouré de cyprès. Pas de message. Juste une signature. Trévis. Je l'ai regardé un moment, essayant de déchiffrer ce qu'il signifiait. Regret, nostalgie, ou peut-être juste un geste. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je n'ai pas répondu du tout. Je l'ai rangé dans le tiroir avec sa dernière lettre. Non pas par colère, mais parce que le silence entre nous était devenu quelque chose que je n'avais plus besoin de troubler. Je n'avais rien de cruel à dire. Je n'avais simplement plus rien à donner dans ce sens. Et cela, en soi, était une forme de liberté. Au fil des mois, j'ai senti quelque chose de doux et de fort s'installer en moi, le sentiment d'avoir retrouvé non seulement une maison ou un titre, mais la pleine dignité de ma propre présence. Le droit d'occuper l'espace. Le droit de dire non. Le droit de changer d'avis. Le droit de cesser d'expliquer pourquoi j'avais choisi la paix plutôt que la proximité. Je ne souhaitais plus que les choses se passent différemment. J'aurais seulement aimé agir plus tôt. Mais même ce souhait s'est estompé, car en vérité, je l'ai fait quand j'étais prêt. Non pas par dépit, mais par lucidité. Et maintenant, chaque matin calme était la preuve que j'avais bien choisi. Le printemps arrivait lentement, par vagues douces. Le froid quittait l'air, petit à petit, et les arbres bordant le trottoir devant mon immeuble commençaient à déployer leurs feuilles vert pâle. Je passais plus de temps dehors ou sur le balcon, dans le parc ou parfois assis, fenêtres ouvertes, laissant le monde bouger autour de moi sans bouger. Un vendredi matin, alors que je sirotais un café en feuilletant le journal local, j'ai aperçu un nom familier dans les annonces de la communauté. Trévis Rowe avait accepté un nouveau poste de directeur adjoint dans une entreprise de logistique de taille moyenne à Clearwater. C'était un recul par rapport à son poste précédent, mais un progrès néanmoins. Je marquai une pause, laissai les mots reposer, puis tournai la page. Je ne ressentais pas grand-chose. Ni amertume, ni fierté. Juste une prise de conscience. Il fut un temps où chaque parcelle de sa vie me semblait être le reflet de la mienne. S'il s'épanouissait, je me sentais réussi. S'il était en difficulté, je me sentais responsable. Ce lien s'était rompu discrètement au cours des mois qui avaient suivi la fermeture de la maison, et maintenant, il n'était plus qu'un homme reconstruisant une vie que je n'avais plus besoin de surveiller. Une semaine plus tard, j'ai croisé quelqu'un qui habitait près de chez moi, Joanne, qui travaillait à temps partiel à la coopérative et portait toujours un foulard rouge, quelle que soit la saison. Elle m'a arrêté dans la rue devant le marché. Son expression était chaleureuse, mais légèrement méfiante. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu que j'allais bien. Puis elle a mentionné avoir vu Trévis et Lydia récemment. Ils vivaient dans un duplex à l'autre bout de la ville, a-t-elle dit, et d'après ce qu'elle avait pu constater, ils gardaient le silence. Le ton de Joanne était poli, mais le silence entre ses phrases était lourd d'une curiosité inexprimée. J'ai souri, changé de sujet et complimenté son écharpe. Elle a compris le message et n'a pas insisté. Ce soir-là, j'ai pensé à quel point les choses avaient changé. Il fut un temps où être exclu de leur vie m'aurait brisé. Ou entendre parler de Trévis de seconde main aurait transpercé quelque chose en moi qui ne s'est jamais vraiment refermé. Mais plus maintenant. La distance était devenue une forme de protection, un cadeau que je m'étais fait. Je gardais encore les quelques photos dans le tiroir de ma chambre. Non pas pour m'attarder. Non pas pour souffrir. Mais parce qu'elles faisaient partie de l'histoire,
et que je ne cherchais pas à effacer le passé. Je faisais simplement de la place pour que l'avenir s'épanouisse dans un espace plus pur. Le cours au centre pour personnes âgées s'est poursuivi. Maria m'a invité à participer à l'émission de radio communautaire Une petite histoire de 5 minutes maximum. J'y ai raconté la première fois que j'ai senti le vent en mer, sur un bateau avec mon père, à 9 ans. La façon dont il gonflait la voile et inclinait le bateau juste assez pour me ravir. Lors de la diffusion de la pièce, je me suis assis seul sur le canapé et j'ai écouté, les lumières éteintes. Il y avait quelque chose de doux et de puissant à entendre sa propre voix porter la vérité dans un monde qui avait autrefois tenté de l'ignorer. En avril, j'ai reçu une autre carte postale. Celle-ci représentait le désert, des falaises de roches rouges, un ciel meurtri par le crépuscule. Au dos, juste ces mots, j'espère que tu vas bien. Travis. Encore une fois, ce n'était pas grand-chose. Mais ce n'était pas rien non plus. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car ma vie n'était plus définie par sa compréhension. Elle était définie par ma compréhension de moi-même. Et durant cette période de petite floraison et de croissance silencieuse, je savais ceci, j'avais changé. Pas bruyamment, pas d'un coup, mais complètement. Et maintenant, peu importe où il se trouvait ou ce qu'il pensait, j'avais dépassé la version de moi-même qui avait besoin d'être vue pour exister. J'existais quand même. Je m'épanouissais quand même. L'été est arrivé tranquillement cette année-là. Sans tambour ni trompette, mais avec le lent changement des jours plus longs et des soirées chaudes qui vous enveloppaient comme un tissu doux. J'avais alors trouvé un rythme qui ne nécessitait ni permission ni validation. Je me réveillais lorsque la lumière effleurait les rideaux. Je faisais de longues promenades sans avoir besoin d'une destination. J'ai recommencé à cuisiner. De petits repas pour une personne, dressés avec soin, comme si j'apprenais enfin à me nourrir sans avoir besoin de servir les autres. Il y avait des moments où je pensais à Travis, mais ils n'avaient plus de poids. Ils arrivaient comme des nuages qui passent reconnus, puis disparus. J'ai continué à écrire. Non pas pour être publié. Non pour être connu. Juste pour entendre mes pensées s'exprimer de ma propre voix. Les mots m'avaient toujours permis de donner un sens au monde. Maintenant, ils me permettaient de faire la paix avec lui. Un soir, assis sur les marches de derrière de mon immeuble, j'écoutais les rires des voisins résonner dans le crépuscule. Il y avait un rassemblement à l'étage. Quelqu'un avait sorti une petite radio, et de la vieille musique sous le résonnait comme un léger battement de cœur à travers les murs. J'ai posé ma tête contre la brique et j'ai levé les yeux. Le ciel était encore clair, mais les étoiles commençaient à scintiller. C'est ainsi que je me sentais, stable, immobile, et commençant à briller à nouveau après une trop longue obscurité. Je n'avais pas eu de nouvelles de Travis depuis des semaines. Plus de cartes postales, plus de lettres, plus de nouvelles des voisins. Mais ça allait. Car le silence n'était plus du vide. C'était de l'espace. Et j'avais rempli cet espace de quelque chose de bien plus sacré que la réconciliation. Je l'avais rempli de moi-même. J'ai alors été frappé par la fréquence à laquelle on dit aux femmes que leur valeur réside dans ce qu'elles maintiennent ensemble, leur famille, leurs traditions, leurs vacances, leur foyer. Mais personne ne vous dit que lâcher prise est une force. Que repartir avec son nom intact et sa paix retrouvée est une sorte de triomphe que peu de gens comprendront jamais. Je m'étais choisi. Non par égoïsme, mais par survie. Et maintenant, je vivais dans un endroit bâti non pas sur l'obligation, mais sur des décisions calmes et réfléchies. Je m'étais créé une vie où je pouvais enfin entendre mes propres pas, où l'écho n'était pas celui de la déception d'autrui. Un après-midi, j'ai ouvert un nouveau carnet. En haut de la première page, j'ai écrit 5 mots. Je me dois ce chapitre. Et je le pensais vraiment. Non pas par vengeance. Non pas par déclaration. Mais par vérité. Je n'étais pas arrivé dans cette vie par hasard, mais en choisissant de cesser de me rétracter, de m'excuser, de ne plus attendre au seuil du confort d'autrui. C'était la vraie fin. Pas le chèque. Pas la signature. Pas même le silence. La vraie fin, c'était de devenir le genre de femme qui ne demandait plus à être aimée comme il se doit, mais qui s'aimait suffisamment pour s'éloigner quand elle ne l'était pas. Et dans cette fin, il y avait quelque chose de beau, un début. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir trop donné et de vous retrouver avec trop peu, j'espère que cette histoire vous a rappelé la force tranquille qui vous habite encore. Parfois, choisir la paix, c'est choisir la distance. Et parfois,
La chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de repartir avec notre dignité intacte. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à me le faire savoir. Partagez vos réflexions ou votre propre histoire ci-dessous. Faisons en sorte que cet espace soit un lieu où les voix des femmes, surtout celles qui se font entendre, peuvent être entendues.